Allez, c'est parti. Normalement, cette fois-ci, C'est on est parti. en direct. On a eu un faux départ. Bonsoir à tous. Vous êtes déjà presque 20 à nous suivre. Bonjour à tous pour cette toute nouvelle émission qui va marquer une nouvelle étape dans la progression de la chaîne d'apprentissage, puisque maintenant, je peux vous dire que je ne suis plus seul et je ne serai plus seul à vous présenter tout un tas de recherches dites alternatives, voilà, non seulement sur les pyramides, mais vous allez le voir là aussi sur les mégalithes, puisqu'on va parler ce soir de dolmen et particulièrement de la roche chauffée. Et j'ai le plaisir pour cette première émission où je ne serai pas seul à parler, à vous présenter William, que vous devez déjà connaître si vous avez suivi un petit peu la chaîne Monde Mystérieux. Salut à tous, salut Fred. Merci de m'accueillir, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Ah, ça va être top. Je vous avoue, je suis un peu excité. Bref, à la limite de la mi-molle. Bref, alors, est-ce que vous nous entendez correctement? Est-ce que vous nous entendez correctement dans le chat? Si vous pouviez me dire, vous m'envoyez un petit oui dans le chat pour être sûr qu'on est bien. Donc, salut Hervé de Monde Mystérieux, Eric, Terrasse Saint-Michel, Eric Le Saint, dont on va parler puisqu'il est partie intégrante de ces découvertes dont on va parler ce soir. Parfait, yes, ok, on est bon pour le son, donc c'est super. Donc, petit topo de l'émission, on va essayer d'être le plus bref possible dans le sens où l'émission va durer aux alentours de 1 heure. Et si elle doit aller un peu au-delà, c'est que ce qu'on vous aura présenté vous aura intéressé, qu'il y aura des questions intéressantes. Et là, on pourra aller éventuellement jusqu'à 1 heure et demie, mais pas plus. Le truc, c'est de faire un format plutôt digeste. Tout est parfait, me dit Hervé de Monde Mystérieux. On est bien. On a les Magnifique. professionnels pour nous surveiller et puis pour nous guider. C'est parfait. Donc voilà, je tiens à dire que cette émission, elle est très particulière pour nous parce que à partir de maintenant, vous allez vous rendre compte à quel point on fait du travail d'équipe. On a, on aura une équipe, on va dire, une équipe liée à la chaîne d'apprentissage dont William est maintenant le deuxième membre, et une sorte de famille de chercheurs, de youtubeurs, et on va essayer de se fédérer, on va essayer de mettre les bouchées doubles à partir de la rentrée pour envoyer du lourd sur la recherche alternative. Et donc je salue tout particulièrement Hervé et Jérôme de Monde Mystérieux, avec qui on est en grand partenariat et avec qui on a déjà fait de très belles émissions. Et il y en aura d'autres, notamment avec William en solo, avec moi en solo, avec d'autres chercheurs. Voilà, les intentions sont posées, c'est envoyer du lourd. Et quand on parle depuis quelques semaines de se fédérer, et ben là, vous allez en voir très prochainement les résultats, et particulièrement à la rentrée. Donc cette émission toute particulière aujourd'hui, elle concerne La Roche Chauffée, un site mégalithique, un dolmen, peut-être même plus, on verra ça avec William, un tumulus ou un cairn. Et c'est un site qui est proche de là où habite William. Et donc, il va y avoir une émission en deux parties. La partie où William va nous faire voyager autour de la Roche Chauffée, va nous la faire visiter, va nous parler un peu de son histoire, nous la présenterai très complètement. Et après, une partie où moi, j'y apporterai des données géométriques, voire astronomiques, qui, pour le coup, là, ont été fortement inspirés par les travaux d'Éric Le Saint. Donc voilà, c'est réellement un travail d'équipe là qui va être présenté. Donc, partie historique et après partie géométrico-mathématique, on va dire. Donc, ben, William, on est parti. Je te laisse démarrer ta présentation. Si tu veux te présenter brièvement, bah, vas-y, n'hésite pas. Tout Euh, à fait. Je vais me présenter assez rapidement, hein. Tu as la parole. Mais écoute, je l'apprends. Alors, bonsoir à tous. C'est mon premier live, je suis un peu beaucoup stressé, donc je vais essayer de. J'espère que ça va aller, hein, voilà. Donc, je me présente rapidos depuis, bah, comme tout le monde, hein, depuis l'RDP. J'ai des prix de passion pour le côté obscur de l'archéologie. Et ma grande spécialité, si j'ose dire, c'est pas vraiment le mot adéquat, mais c'est la pierre. Voilà, je suis tombé amoureux des pierres. Et donc, j'ai cherché beaucoup sur la pierre et beaucoup à travers de vieilles photos, de vieux écrits, les vieilles cartes postales, enfin, tous les documents, toutes gravures, photos les plus anciennes possibles. Donc, moi, j'essaie de remonter le temps
pas malheureusement pas jusqu'à l'Antiquité ou jusqu'au Néolithique, mais voilà, j'essaie de travailler au maximum sur les vieux documents pour avoir les bases les plus solides, c'est-à-dire que les monuments n'ont pas peut-être moins bougé qu'aujourd'hui. Voilà, globalement, je résume. Très bien. Je peux attaquer, c'est bon? Tu peux y aller. Tu peux y aller. Eh ben, c'est parti, mon kiki. Donc, on va parler de la Rochauffée. C'est une allée couverte qui se trouve, à mon grand bonheur, qui se trouve vraiment pas loin de chez moi, sur la commune où ma fille habite avec sa mère. Enfin, on habite, elle est en garde alternée, et elle habite une fois chez moi, une fois chez elle, chez sa mère, et c'est juste à côté de la Rochauffée. Donc, c'est un site que j'ai connu comme ça, il y a une dizaine d'années. Et c'est un site qui m'a attiré dès le début. Je ne sais pas pourquoi, il s'est passé un truc vraiment, quoi. Plus j'y allais, plus j'avais envie d'y aller. Et encore aujourd'hui, j'y vais des fois 3 fois, 4 fois par semaine. Alors des fois, j'y vais 5 minutes, et puis des fois, j'y reste 2 heures, 3 heures. Donc c'est un site, il est localisé sur la commune d'Essé, en Ille-et-Vilaine, c'est au sud-est de Rennes, à peu près une demi-heure de Rennes. Donc c'est un site qui est orienté sud-sud-est, il est orienté sur le solstice d'hiver, c'est-à-dire entre le 19 et le 21 décembre, on a le soleil qui se lève au loin et il vient rentrer dans la Rochauffée et le soleil vient frapper la dalle du fond, la pierre du fond. Alors moi je suis allé 2 fois au solstice d'hiver et malheureusement je n'ai pas eu la chance de voir… Pardon? C'est pas saucisse. Non, non, parce que c'est en Ille-et-Vilaine. Il y a une grande tradition de la galette saucisse et pas la galette solstice. Excusez-moi. Donc, c'est le solstice d'hiver. Donc, et justement, il y a un rapport avec la saucisse parce que le jour du solstice d'hiver, c'est la fête à la saucisse là-bas. C'est-à-dire qu'il y a une fanfare de rue, il y a des stands de bouffe. Alors, c'est vachement bien organisé, c'est très familial. Mais le problème, c'est qu'il y a spectaculaire. Donc, spectaculaire, c'est une boîte qui fait des éclairages de spectacles, qui éclaire les façades des cathédrales et autres. Et ils mettent des éclairages partout sur la Rochauffée. Alors c'est très très beau, visuellement c'est très beau. Mais le problème, c'est que il y a tellement de lumière qu'on ne voit pas le soleil rentrer dans la Rochauffée et s'écraser sur la dalle du fond. Il y a trop de lumière parce que pour voir la lumière, il faut du noir. Et là, malheureusement, on voit pratiquement rien. Et comme c'est l'hiver et que la plupart du temps, il y a un peu de brume ou un peu de pluie, moi j'y suis allé 2 fois et malheureusement, les 2 fois, j'ai pas été émerveillé par le lever du soleil au solstice d'hiver. Donc c'est un monument mégalithique qui est fait en schiste pourpré. Donc c'est vraiment une pierre locale. Toutes les maisons ici, la mienne est faite en schiste pourpré. Elle est constituée de 33 blocs verticaux et de 8 blocs horizontaux, qu'on appelle les tables. Donc elle est composée d'une antichambre, la partie ici, et d'une chambre ici, qui est divisée en 4 parties. Alors ça s'appelle la Rochauffée parce qu'il y a diverses légendes qui concernent la Rochauffée. Une des légendes les plus répandues, c'est que c'est les fées qui l'ont construit en une nuit. Donc il y avait sur le site la chef des fées, et il y avait des petites fées qui faisaient des allers-retours entre la carrière et le site de la Rochauffée. Il faut savoir que la carrière est à 5 km. Donc les petites fées, tout en bougeant des blocs de 30-40 tonnes, dans la légende, faisaient leur ouvrage, c'est-à-dire qu'ils faisaient leur broderie, tout ça. Ils emmenaient des pierres sur le site et la chef des fées disait où les mettre. C'était l'architecte de la Rochauffée. Et puis la chef des fées, par télépathie, disait aux petites fées quand il fallait des blocs et quand il fallait plus de blocs. Et il y a un moment, il y a eu assez de blocs. Donc elle a dit aux petites fées, hop, les petites fées, on arrête. C'est bon, j'ai assez de blocs pour la Rochauffée. Donc les petites fées ont laissé tomber leurs blocs, ils étaient dans leur tablier. Donc, il faut imaginer la taille des fées, parce qu'on a des blocs de 5-6 mètres de long. C'est des fées de compète, tout à fait. D'ailleurs, on les voit à gauche et à droite, hein, ce n'est pas des petites fées de gnognottes. Hein. Donc, les petites fées ont laissé tomber leurs blocs, et c'est pour ça qu'on retrouve des monolithes tout autour dans la campagne à 20-30 bornes de la Rochauffée. Dans les champs, dans les fossés, on retrouve des monolithes de schiste rouge, enfin de schiste pourpré, plantés dans les champs à peu près partout dans la campagne.
Ça, c'est une des légendes, il y en a beaucoup d'autres. Il y a eu des légendes comme quoi il y avait un trésor qui était enterré dans la roche chauffée. Il y a une légende qui disait qu'il y avait un dragon qui vivait dans la roche chauffée. Donc ça fait penser à toutes les légendes d'êtres reptiliens. Enfin, on parle beaucoup d'êtres reptiliens dans plein de légendes dans le monde. Donc là aussi, il y avait un dragon. Donc là, c'est pour vous rendre compte un petit peu de la taille du molosse. Donc elle fait 20 mètres de long, enfin 19 mètres 50 sur 4 mètres 70 à peu près. Un peu moins de 5 mètres de large. C'est le seul domaine de la région et surtout, c'est le seul domaine de cette fait comme ça en Ille-et-Vilaine. Ça, c'est des dolmens normalement qu'on trouve en Anjou. Voilà. Donc c'est vraiment, il est vraiment atypique ici. C'est le plus grand de France et un des plus grands d'Europe. J'ai oublié de dire, je crois. Donc il n'y a jamais eu de fouilles faites à la Rochauffée. Les seules fouilles qui ont été faites par les archéologues, c'était pour savoir de combien les blocs étaient enterrés dans la terre. Donc ils ont découvert qu'il y avait un tiers des blocs qui étaient enterrés. Voilà. Bon, il n'y a jamais eu de fouille archéologique. Il est daté du néolithique, parce que dans les autres dolmens, on a trouvé des ossements ou des poteries datant du néolithique. Mais il n'y a jamais eu de fouille. Alors je ne comprends pas pourquoi le plus grand dolmen de France n'a pas été fouillé. Je trouve ça un peu bizarre et un peu illogique. En tous les cas, il est daté du néolithique. Donc néolithique, carrière à 5 km, vous voyez un peu le boulot, des blocs de 40 tonnes. On en revient toujours au problème de transport de pierre, hein, bien évidemment, hein, les rondins. Le terrain est très vallonné. Donc il faut imaginer qu'on est là-bas, on voit la ferraille du Teil à 5 bornes. Enfin, vraiment, pour moi, c'est inconcevable. Hein. C'est vraiment, on se demande comment ils ont pu traîner des blocs de 40-50 tonnes sur 5 bornes sur un terrain très, très vallonneux. Il faut savoir aussi qu'au néolithique, dans la région, il y avait à peu près une personne par kilomètre carré. Donc ça demande une organisation pour travailler les blocs. Il faut joindre les gens dans d'autres villages, peut-être à 20 bornes, à 30 bornes. Enfin, voilà, on en revient comme d'habitude. Comment ça a été fait, comment ça peut être fait. Il pèse tout à fait. Donc les seules fouilles qui ont été faites sous la Rochauffée, elles ont été faites par des paysans. C'est des paysans en 1903 qui, par l'appel du gain, bien sûr, hein, parce que comme vous avez entendu la légende du trésor caché dans la Rochauffée, ils ont pris pelle et pioche et ils ont été dans la Rochauffée et ils ont commencé à enlever la terre. Donc ils ont enlevé la terre, il y a des agriculteurs du coin qui les ont vu faire, ils ont dit on va appeler les gendarmes, ils ont appelé les gendarmes sont venus, il leur a dit mais vous êtes complètement fous, vous ne vous rendez pas compte, il y a un poids considérable sur votre tête, si vous enlevez trop de terre, tout va s'effondrer sur votre tête, pardon. Donc ils ont arrêté, il y a eu un procès verbal que j'ai lu, et les gendarmes, ils ont profité pour demander aux paysans s'ils avaient trouvé quelque chose dans leur fouille. Les paysans ont dit non, on n'a absolument rien trouvé, ni un os, ni une poterie, ni rien. Et les gendarmes ont aussi fouillé la terre, ils n'ont absolument rien trouvé. Et surtout, quand ils ont remis la terre sur toute la Rochauffée, ils ont, paraît-il, absolument rien trouvé. Donc là, c'est une vue de l'entrée de la Rochauffée. Donc vous voyez un peu le linteau et ces deux piliers porteurs là. Donc là, on est à 5. Tout à fait. Quand tu arrives à pied du parking en contrebas, quand tu vois ça, que ce soit l'été comme hiver, enfin l'été elle est un peu plus cachée parce qu'il y a des feuillages partout. Bon, moi j'aime beaucoup y aller l'hiver parce que je suis seul, il n'y a absolument personne. Je peux y aller 15 fois, 20 fois où je croise absolument personne. Et c'est vrai que quand tu arrives du parking et que tu marches et tu arrives sur ce truc, tu dis oh, c'est impensable, c'est très haut. Hein. Là, on a 1,20 m là, à peu près de plafond. Donc c'est très impressionnant. Donc c'est vraiment les trois pierres qui sont enfin, vraiment très taillées et on voit bien qu'ils ont porté un soin très minutieux au linteau et aux deux piliers. On verra pourquoi à la fin de la présentation, pourquoi ils ont porté autant de soin, enfin, à mon sens, à ce pilier, à ce linteau.
Est-ce que dans le chat, vous pouvez dire qu'on entend Fred correctement, s'il vous plaît? Et pouvez-vous nous dire si vous me voyez, s'il vous plaît? Est-ce que vous entendez Fred, s'il vous plaît, dans le chat? Voilà, normalement, là, on doit m'entendre à nouveau. On voit William. Est-ce que vous entendez Fred, s'il vous plaît? Normalement, ouais, ils m'entendent pas. Normalement, ils doivent m'entendre là maintenant. J'ai peut-être dit une connerie, ça m'a censuré automatiquement, je sais pas. Comme ça, pas d'en dire. Pas Fred. On va attendre un petit peu. Normalement, vous devez m'entendre là maintenant. Yes, ok. C'est reparti. Bon, de toute façon, c'est pas grave, c'est William qui dit l'essentiel. Moi, je disais juste que ce linteau, il me fascine. Pour info, il fait 20 tonnes à peu près. Le machin, il est. Enfin, bref. Vas-y, continue. Rien que ce linteau, il me fascine. Ouais, c'est fabuleux. Franchement, tu verras quand tu le verras en vrai, tu vas tomber par terre. J'y suis allé 100 fois, 150 fois, et à chaque fois, je suis émerveillé. Je pose ma main toujours par là, pour lui dire bonjour. Je pose toujours ma main sur la pierre vers ce coin. Je lui dis toujours bonjour et je lui dis toujours qu'elle est beau, enfin, qu'elle est belle, parce que la Rochauffée, ça fait partie des amours de ma vie, hein. Franchement, je vais vraiment tomber amoureux de ce site. D'où l'expression d'Eric tout à l'heure, tu es fétichiste de la Rochauffée. Fétichiste, ouais. Tout à fait. Et j'y rencontre des fées d'ailleurs, hein. J'ai rencontré des fées là-bas, hein. Souvent, je rencontre des jeunes femmes très charmantes, sympas, intelligentes et très. Il y a aussi la fée Eric, hein, justement. Il y a fait la fée Eric Le Saint. J'ai fait des belles rencontres. Non, je ne parlais pas d'Eric, je parlais de vraies jeunes femmes. Bon, est-ce que je peux continuer? Vas-y, allez. C'est bon? C'est parti, vas-y, continue. C'est parti. On t'entend, on m'entend, on te voit, tout va bien. Donc là, on est sur le côté est de la Rochauffée. On voit ici le linteau et son pilier. Donc à première vue, on voit bien que, enfin, on remarque, on dit, tiens, c'est des blocs relativement bruts. On voit bien que c'est des pierres qui ont été prélevées de la carrière. Je n'ai pas précisé la carrière, c'est pas une carrière comme on imagine maintenant, des grandes carrières de pierre immenses. Là, c'est vraiment des petites carrières bretonnes, c'est-à-dire que la pierre est à fleur de terre, hein. Alors la carrière, j'y suis jamais allé malheureusement. Elle est en pleine forêt du Teil, en plein milieu de la forêt du Teil. Et c'est une forêt privée, donc je pense qu'il n'y a pas de problème pour y accéder. Par contre, c'est un petit peu escarpé de l'endroit. Moi, comme je suis handicapé, tout seul, je vais pas tenter le diable, quoi. Je vais pas aller dans la forêt du Teil avec ma canne et mes petits problèmes de santé. Donc j'attends qu'on m'accompagne un jour, peut-être avec Eric d'ailleurs. On ira voir la carrière parce qu'il paraît qu'il y a un point incliné qui aidait à bouger les blocs pour les mettre sur les rondins. Donc, je suis bien sûr très pressé de voir ça. Okay. Et en termes de dénivelé, il y a quoi comme dénivelé par rapport à la Rochauffée? Eh bien, tu vois un petit peu sur le droit de la photo, ouais. Là. Donc, ça descend, et puis ça remonte, et puis ça redescend de même, puis ça remonte, ça descend de même. Alors, je ne sais pas combien de degrés, hein, j'ai pas d'accord, mais c'est pas, ouais, d'accord, c'est pas une info que j'ai. Non, mais c'est des dizaines de mètres, c'est pas des centaines de mètres qu'il y a de dénivelé entre le. Enfin, c'est quand même vallonné, mais c'est pas une montagne. C'est vallonné sur une petite centaine de mètres, ça remonte sur 10, 20, 30 mètres, et puis ça redescend. Ok. Mais avec des blocs de 40 tonnes, je veux dire, c'est de la folie pure. Pieds nus dans la bouillasse, c'est vraiment de la folie pure, à mon sens. Une de plus, une de moins. Ouais, tout à fait. Donc on remarque que la Rochauffée, donc à gauche, vous voyez, tous les blocs sont légèrement penchés vers l'intérieur, tous. Et un jour, ma fille qui a 11 ans aujourd'hui, Dounia, que j'embrasse très fort, avec qui j'ai pris une grande partie des mesures de la Rochauffée, m'a fait remarquer que les 4 derniers étaient encore plus penchés que les autres. Elle m'a dit, t'as vu papa, les 4 derniers? Mais oui, effectivement, ils sont vachement plus penchés que les autres. Donc on en parlera tout à l'heure, des 4 derniers blocs. Un peu, mon neveu, un peu, tu vas voir. Enfin, vous allez voir, c'est quelque chose, ces blocs-là. C'était bien vu de voir cet angle particulier dont on va reparler. Donc il y a autour de la Rochauffée, comme ici, là, il y a encore un bloc qui est tout seul de schiste pourpré. Et il y en a 2 autres au pied de l'arbre qu'il y a ici, si vous voyez ma souris. Au pied de cet arbre-là, il y en a encore 2. Donc je me suis demandé très longtemps d'où ils venaient.
Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, pardon, tout à l'heure on était côté ouest, là on est côté est. Donc là c'est la pierre du fond, où le soleil vient s'écraser. Et là on voit que les pierres sont beaucoup plus verticales. C'est beaucoup plus droit et c'est plus travaillé. Ils sont légèrement plus rectangulaires, c'est plus travaillé. Alors je n'ai pas d'explication malheureusement. C'est plus droit et plus travaillé, plus régulier. Ok, ouais, c'est vrai que c'est bizarre, hein. Donc, Et j'ai pas d'explication, franchement, j'ai cherché longtemps, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça, il y a une raison, hein, c'est sûr. Ouais, c'est ce que j'allais te Mais demander, ça n'a pas pu je ne sais pas bouger. pourquoi. Ça n'a pas pu bouger. Vu que, a priori, c'est Non, j'ai fait plein enfiché de de un recherches tiers sur dans les la terre, ça plafonds. n'a pas pu bouger. Non, puis j'ai fait vraiment plein de recherches sur les plafonds, il n'y a aucune marque comme quoi c'est glissé même d'un millimètre. Très franchement, même pas d'un millimètre, je pense pas. Je vais vous parler des points d'appui tout à l'heure et ça aurait bougé d'un millimètre, tout serait par terre aujourd'hui. Ok. Donc là, on a l'antichambre. Les linteaux, je vous ai montré tout à l'heure, sont ici. Le linteau et les piliers. Donc là, on a l'antichambre qui est à peu près 1,20 m de plafond. Ici, l'homme a couché ce bloc qui fermait la rechauffée ici. Et le côté pareil, c'est pour donner l'accès aux personnes, les touristes entre guillemets, hein, qui visitent la rechauffée pour pouvoir rentrer dedans plus aisément plutôt que se mettre à quatre pattes sous la rechauffée. Donc on a enlevé la pierre de gauche, on l'a virée à 3-4 mètres et celle-ci elle est couchée à l'intérieur. Alors les gravures, donc je cherchais à savoir à quelle époque ça a été couché, ces pierres-là. Et la gravure la plus ancienne que j'ai trouvée, alors elle n'était pas datée, mais j'ai demandé à ma costumière, à mon ex-costumière, qui faisait les costumes de mes spectacles pendant pas mal d'années. Elle a daté les costumes de la gravure vers 1820-1830. Donc il y a une gravure de 1820-1830 où les pierres bouchent encore la rechauffée. Et il y a un plan de 1700, fin 18e, où là on est sûr, tout le dessin, tout est bouché. Donc ça a vraiment été ouvert pour l'accès aux touristes, entre guillemets, quoi, aux gens qui visitent la rechauffée. C'est important pour le reste. Donc à droite, on a une vue de l'intérieur. Donc là, la photo a été prise dos à la pierre du fond, où le soleil vient s'écraser. Cette pierre-là, vous la notez, on l'appelle le doigt. Fred va vous en parler tout à l'heure. Elle est très, 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 très importante. Donc c'est le doigt. Ici, elle est très importante. Et vous voyez, on verra une autre photo tout à l'heure, la rigueur. Donc on a l'impression que c'est très, très brut. Et puis on voit bien que les pierres là, ça c'est les pierres de cloison, hein. Les 3 pierres de cloison pour les 4 chambres ici. Vous voyez la rigueur, tout est aligné, tout est parallèle. C'est vraiment, c'est très brut. Et en fait, plus on va sur le site et plus on regarde le site, et plus on s'aperçoit qu'il y avait une rigueur absolue, j'ai envie de dire, avec les moyens d'époque. C'est vraiment, ils ont tout fait. C'est toujours sur le fil du rasoir. Tout est bien fait, tout était calculé, tout est minutieux. C'est un travail très très minutieux. Cette pierre ici vient du plafond en fait. Il y a des dragons. Alors des dragons, c'est pas des bestioles qui crachent le feu. Ce sont des militaires début fin 19e qui faisaient la fête sous la rechauffée. Ils étaient un peu bourrés. Ils ont fait un gros feu à ce niveau-là et ça fait éclater la pierre du plafond et elle est tombée au sol. Donc je pense que sous la pierre, on peut trouver le reste du barbecue des gens, je pense. Quelques galettes saucisses parce que c'est la spécialité des Viviennes. Donc cette pierre, elle fait 3-4 tonnes, quoi. Quand c'est tombé, ça a dû faire un sacré barouf. Et à gauche, on revient à ce superbe linteau. Vous voyez qui a été travaillé. On a un galbe absolument magnifique. Ouais, on reviendra sur le détail de pourquoi certainement ça a été travaillé. Superbe. Et voilà la pierre qui a été enlevée pour laisser l'accès de l'autre côté. Donc ça, c'est la pierre que je vous ai montrée tout à l'heure. Et là, c'est l'autre pierre de l'autre côté qui a été couchée sur le sol. Donc photo de gauche, donc ça c'est la pierre qui est couchée à l'intérieur de la rechauffée. Et là, je vous parlais de rigueur de travail. Et vous voyez un petit peu comment les pierres sont alignées. C'est hallucinant. Et donc le soleil vient s'écraser sur cette pierre-là, du fond là. Et là, c'est vraiment volontaire. Ils ont vraiment volontairement aligné.
avec une oblique. C'est vraiment superbe. Quand vous mettez, moi, voilà, je suis en train de regarder la photo et je suis en train de me dire, quel travail de fou, qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau. Sur la photo de droite, donc c'est les 4 blocs que je vous montrais tout à l'heure de l'extérieur, que ma fille Dounia m'a fait remarquer qu'ils étaient encore plus penchés que les autres. Donc je vous ai fait des traits pour vous faire voir la verticale. Et vous voyez un petit peu que c'est vraiment, vraiment très penché. Et on a des blocs, vous voyez un petit peu les points d'appui des blocs, des tables de plafond. Ça repose toujours sur quelques centimètres carrés. Donc là, toujours, j'arrête pas de le dire, c'est hyper lourd, c'est hyper gros, c'est une allée couverte de 20 mètres, c'est monstrueux, j'ai envie de dire. Et quand vous êtes dessous, vous avez toujours une impression de légèreté, en fait. J'arrête pas de dire une phrase qui est un peu stupide, mais ça défie la gravité. Quand vous êtes dessous, vous avez l'impression que ça défie la gravité. Vous n'avez pas l'impression que c'est aussi lourd que ça, alors que ça l'est, il n'y a pas de souci. Mais c'est tellement bien ajusté que depuis 5-6 000 ans, ça n'a pas bougé. Et pourtant, ça repose vraiment sur quelques centimètres à chaque fois. Alors moi, je fais des recherches sur les pierres depuis pas mal d'années, donc je cherchais la taille de pierre, parce que j'ai l'impression qu'il y a un moment sur Terre, alors ou par des procédés chimiques, je pense aux géopolymères, ou par des procédés naturels, la pierre n'avait pas la même densité. On parle de pierre molle, entre guillemets. Donc je cherche sur la rechauffée depuis des années, voir s'il y a des preuves de pierre molle. Alors, moi, j'ai rien trouvé de probant. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment des tailles, hein. Il y a vraiment des marques de taille partout. Là, j'ai forcé un petit peu le contraste pour que vous voyez. Là, il y a un petit escalier. Là, il y a vraiment une taille aussi. Et ici, il y a un petit bout qui manque. Il est à angle droit. Alors, je ne sais pas s'il est cassé naturellement ou pas. Je ne l'ai pas mis en photo, en gros, parce que je n'ai pas de preuve que ça a été taillé ou qu'il y avait une pierre d'insérée ou quoi que ce soit. Mais en tous les cas, ça a vraiment été taillé. Alors, le silex taille très bien le schiste propre, hein. Il n'y a aucun souci. Alors là, je vais vous parler des points d'appui. C'est un truc de fou. Aussi, l'ajustement du bloc du dessus, là, sur les 3 blocs du verticaux, c'est un truc de ouf, ça aussi. C'est un truc de fou. C'est incroyable parce que là, on a un bloc, alors je crois que c'est une 40aine de tonnes, hein, celui-ci. Hein. Donc, il faut imaginer qu'il épouse parfaitement les 3 blocs verticaux. Et moi, j'ai essayé de m'imaginer dans ma petite tête comment on peut faire ça. Alors, est-ce qu'on taille les blocs grosso merdo, et puis après, on amène celui-là, et puis on le pose, et puis on dit ça va pas, on le relève, ça fait 40 tonnes. On le relève, on retaille, on le repose. Enfin, c'est inconcevable, totalement inconcevable. Ou alors peut-être qu'on met ce bloc à la verticale semi-enterré. Peut-être qu'on peut faire une pente de terre, emmener ces 3 blocs qui sont là verticales, on les pose à l'horizontale, on les emmène, on les taille pour que ça s'ajuste, et après on amène le tout à la réchauffer pour les poser. Pour moi, ça paraît la façon la plus crédible, mais voilà, c'est très ajusté. Alors, on n'est pas au millimètre, hein, on passe largement une lame de rasoir. Je vois toujours l'allusion aux lames de rasoir sur les blocs en Égypte. Là, on passe des fois un doigt entre les blocs, mais c'est très, très, très ajusté. Alors, on voit que ça a été réfléchi, que ça n'a pas été fait au pif, et on se demande encore une fois pourquoi on a pris autant de soins pour faire des trucs pareils, pourquoi on n'a pas renoncé, parce que ça a dû être un vrai casse-tête, c'est un vrai casse-tête. Donc, ouais, c'est hallucinant. C'est un vrai casse-tête. Franchement, moi, ça fait sur les points d'appui, ça fait bien 2-3 ans que je me casse la tête là-dessus. Et franchement, à chaque fois je regarde, à chaque fois j'hallucine. Je me dis comment ça tient. Un exemple concret. Là, on est juste après l'antichambre, on est les premiers blocs de la chambre. Ça, c'est un bloc 35-40 tonnes, hein, c'est le même. Hein. Donc là, on est côté est et là, côté ouest. Ben, vous voyez, ils ont posé, donc la pierre est galbée. Ils l'ont posée sur cette pierre qui est relativement droite, mais ils l'ont posée au bout sur une petite bosse. Et là, ça tient. C'est pour ça que j'arrête pas de dire que ça défie la gravité, parce que c'est totalement hallucinant. Quand vous êtes dessous, vous dites, mais comment ça se fait que ça n'a pas bougé depuis 5000 ans? Enfin, 5000 ou 6000 ou 12 000, je ne sais pas. Hein. Mais comment ça peut tenir, quoi? C'est vraiment ajusté,
toujours sur le fil. C'est toujours sur le fil. Un peu plus, un peu moins. Il l'aurait posé un tout petit peu plus par là, je pense que ça dégringolait. Et bien là, c'est en pente. Là, il y a une petite bobosse et ça tient. C'est nickel. Et le schiste, c'est une pierre, vous savez, c'est comme une millefeuille, hein. C'est comme l'ardoise, c'est beaucoup plus dur que l'ardoise, mais c'est une pierre en millefeuille. Donc c'est relativement friable, entre guillemets, quoi. Et donc là, c'est à l'opposé. Là, c'est pareil. Là, on a un beau galbe et là, on a un beau galbe. Ben non, ils n'ont pas taillé dans cette pierre-là pour la poser bien à plat dessus. Ils l'ont posée juste ici sur quelques centimètres carrés. Et puis là, ils ont laissé un grand trou d'air où tu peux passer la main sans souci. Et ça tient. Et ça tient nickel. Ouais, en fait, on voit sur les, je sais pas. on voit sur les schémas qu'en fait, toutes les pierres dans ce qu'on appelle les tables, elles sont posées sur les pierres verticales à chaque fois avec 3 ou 4 points d'appui, mais jamais plus. Et c'est vraiment des points d'appui, hein. C'est des toutes petites surfaces de contact, hein. Ça se voit bien sur les schémas. Alors moi, j'y suis jamais allé, mais ça, enfin, un truc de plus qui est assez hallucinant. On a l'impression qu'ils ont utilisé le point minimum d'appui qu'il fallait. C'est-à-dire, il faut minimum 3 points pour faire un appui plan. Et ben, ils ont utilisé 3, pas plus. Et c'est ajusté. En plus de ça, ça épouse parfaitement, à certains endroits plus que d'autres, mais ça épouse très très bien les pierres du dessous. Donc je me répète, mais c'est le minimum vital, mais avec une sécurité optimale. Parce que c'est toujours là, et moi je vais dessous très régulièrement. Il n'y a pas une seule fois où j'ai peur que ça tombe sur le coin du museau, quoi. On est sous la réchauffée, on est en totale sécurité. Il n'y a pas une seule fois où je flippe. Et pourtant, je me jure, quand tu vois ça, tu te dis putain, wow, c'est chaud. Et non. Enfin, c'est chaud, oui, mais et non. C'est des ingénieurs hors pair. Franchement, des génies. Pour moi, des génies. Et là, on est sur la pierre du fond. Donc là, c'est la pierre qui épouse le soleil. Donc, donc elle est creusée sur l'intérieur, ils ont fait un galbe, et le soleil vient s'écraser pile poil sur cette partie qui a été creusée. Donc il y a vraiment un soin, une minutie totalement incroyable. Et ce bloc est le dernier bloc de la chambre, côté nord. Lui, il a, à l'horizontale, un seul point d'appui, c'est celui-ci. Donc il est posé sur un angle qui est lui-même posé sur une pierre qui a un sacré angle. Elle est posée sur un seul point d'appui et un deuxième point d'appui ici. C'est-à-dire qu'ils l'ont posée, elle s'est posée le long de cette pierre-là et elle repose là tranquillement. Et c'est encore une pierre de 20-30 tonnes. Facile. C'est hallucinant. C'est vraiment des génies. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Ils maîtrisent très très bien l'art de l'empilement et presque de l'architecture, on pourrait dire. Ben, pour moi, c'est du travail d'archi, il n'y a pas de souci. Hein. Quand on arrive à faire des trucs comme ça, enfin moi qui bricole énormément depuis une bonne trentaine d'années, j'étais décorateur, accessoiriste et aujourd'hui sculpteur. Un truc comme ça, mais ou t'es fou furieux et tu poses ça à l'arrache en disant bon ça va bien tenir, ou alors c'est vraiment tu poses ça en disant paf, c'est fait, ça ne bougera plus. Il y a je pense qu'il y a une grande conscience du travail accompli, une très très grande conscience. Donc il y a des pierres qui sont éparses, il y en a deux près de l'arbre, je vous disais, puis une derrière la réchauffée qui est juste là à droite, là par terre. Et il y a au sol énormément, alors on en voit un petit peu en bas de l'écran si vous voyez ma souris, il y a plein de petits galets là, c'est du grès. Donc c'est de la pierre de grès, du grès gris, il me semble, je ne suis pas sûr à 100% encore aujourd'hui, mais c'est des multitudes et multitudes de pierres grises. Et il y a dans le bouquin de Paul Bézier un livre de 1883, donc avec lequel j'ai basé toutes mes recherches sur la réchauffée. Il dit que pendant les labours, parce que fin 19e, il y avait encore des champs au ras de la réchauffée, hein. Il y avait des champs à l'école, vraiment, quand je dis au ras, c'est à 2 mètres de la réchauffée, il y avait des champs de blé, il y avait des vaches partout dans les champs.
Et il disait, Paul Béziers dit dans son livre qu'à chaque labour, il remontait des tonnes de pierres, des tonnes et des tonnes de pierres, et beaucoup aussi de morceaux de briques romaines. Moi-même, j'ai trouvé des morceaux de briques romaines sur site. Donc ça veut dire que les Romains se sont établis autour de la Rochefoucauld. Il faut savoir que Rennes, qu'on date, était une des préfectures, des sous-préfectures de Gaule de l'Empire romain. Donc moi, le schiste de la Rochefoucauld et le grès au sol, je me suis dit dans ma petite tête, j'en suis sûr, c'est un cairn. Pour moi, c'était un cairn, donc non pas une allée couverte totalement dégagée, mais une allée couverte qui était recouverte de pierres sèches. Comme là, vous avez un exemple dans le Morbihan, le cairn de Gravinis. Donc vous voyez un petit peu la masse, donc là c'est des humains, hein. Donc la porte, elle est un peu plus haute que celle de la Rochefoucauld. On a un peu moins de 2 mètres et à peu près 2 mètres de large. Donc là, c'est sur des humains. Vous voyez un petit peu la taille du. C'est un colosse, quoi. C'est un vrai colosse. Donc j'ai fait ce petit croquis. Alors, vous m'excusez, je ne suis pas dessinateur, hein. Quand j'ai fait ça, je n'avais pas dessiné depuis 15 ans. Donc j'ai fait ça en 2 fois. C'est juste pour vous rendre compte un petit peu de la Rochefoucauld, à quoi elle pouvait ressembler à l'époque. Après, j'avais envie de le refaire là, parce que du coup, j'avais fait des petites découvertes de dernière minute. Moi, je pense que les blocs qu'il y aura des arbres et qu'il y a derrière la Rochefoucauld, je pense que c'est des blocs qui, qui saturaient, le cairn. Donc, je pense que ces blocs étaient posés ici. Si vous voyez ma souris, tac, on les posait verticalement partout autour de la Rochefoucauld et par-dessus, on mettait du grès gris partout. Donc, on avait un saturage rouge, un portique rouge et le reste tout gris. Ça me fait penser à la pyramide de Képhren avec juste son étage de marbre de merci Fred. De granit rouge. De granit rouge, merci beaucoup. Et ça devait être absolument somptueux. Ça devait être magnifique. Voilà, donc pour moi, c'est un cairn. En plus, il me semble que tu en as discuté avec des archéologues enfin, certains ont la même hypothèse que toi, en fait, que c'était un tout à cairn fait. avant. Ouais. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Bah, voilà. Donc, pendant mes recherches, parce que mes recherches ont duré, là, je vous ai fait un petit résumé de 20-25 minutes, mais mes recherches ont duré pas mal de mois. Et je me suis mis en contact avec des archéologues professionnels, amateurs aussi, des gens qui font partie des groupes archéologiques qui s'occupent que de la Rochefoucauld. Et lui, monsieur Bouet, lui, il est certain aussi que c'était un cairn. C'était un cairn. Et d'ailleurs, je vais remercier, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui m'ont aidé, parce que alors, les recherches archéologiques, c'est pas seulement traîner sur le net, écouter les vidéos des autres. C'est très important d'écouter les vidéos des autres. C'est très important d'avoir les sites internet des autres, mais c'est très important d'enquêter soi-même avec son ressenti à soi. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de passer des coups de fil. Alors, j'appelle les mairies pour savoir si les blocs ont été bougés par les services techniques. J'appelle donc les services techniques. J'appelle les archéologues traditionnels. J'appelle les responsables d'archéologie. J'ai appelé aussi monsieur Jean-Luc Nauzet, que je remercie énormément, de la Société archéologique historique d'Ille-et-Vilaine. C'est grâce à lui qu'un livre comme le livre de Paul Béziers de 1883 a été réédité. Donc, c'est des petites assos qui trouvent des vieux ouvrages et qui les rééditent pour que des gens comme nous puissent les lire. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Moi, je crache pas dans la soupe. On a besoin de l'archéologie traditionnelle, conventionnelle. Je pense qu'ils ont 200 ans de travail. On peut pas mettre un coup de balai comme ça. Moi, je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils disent. Bien évidemment, pour moi, c'est pas un tombeau. Il n'y a pas à chier. On fait pas un tombeau. Pour moi, c'est totalement inenvisageable. On va voir le poids et la taille du tombeau après. Oui, c'est. Excuse-moi, Fred. Non, vas-y, je t'en prie. Je dis, quand on va voir après le poids du tombeau, c'est quand même. Et comme tu dis, avec un habitant au kilomètre carré,
Je ne sais pas où ils ont pu trouver. Enfin, il y a un truc qui colle pas, hein, en tout cas, dans la Non, mais ça construction de ce colle pas du truc. tout. Il y a un Ça truc qui colle colle pas pas. du tout parce que on estime les villages à l'époque à peu près une vingtaine de familles. Donc ça fait pas beaucoup d'individus. On estime qu'ils parlaient pas la même langue, mais qu'ils avaient quand même une langue commune, qui pouvait être, alors avec des mots très limités, surtout pour le troc. Hein, je te donne trois poteries, tu me donnes une peau de loutre. Enfin, voilà, pour des échanges commerciaux, il y avait un langage commun, mais chacun avait son propre langage bien défini pour la vie du village. Donc moi, je trouve ça inenvisageable en plus, je vous rappelle qu'il est calé sur le solstice d'hiver, quoi. Déjà, il faut trouver quand est-ce. Pour moi, c'est inconcevable. Je ne sais pas comment on fait pour dire, ah bah tiens, c'est le jour le plus court de l'année aujourd'hui. On le marque, et après, comment on fait? On prend son Minitel, on prend son cellulaire, on dit, ouais, tu viens enterrer mon chef, s'il te plaît. Donc il faut emmener 2000 personnes, enfin je sais pas combien de personnes il faut emmener, c'est plusieurs milliers de personnes, parce que c'est des milliers de kilos de matière. Et donc on emmène les hommes pour le travail, mais on emmène aussi les femmes pour faire à manger. Et si on emmène les femmes, il faut aussi emmener les gosses et les personnes âgées, parce qu'on ne va pas les laisser tout seuls mourir dans les villages à 100 bornes ou à 200 bornes, voire plus. Et dans ces cas-là, on est au néolithique, on commence l'agriculture. Donc qu'est-ce qu'on fait des récoltes et qu'est-ce qu'on fait des trois vaches, des deux moutons enfin, c'est problématique. Hein. Franchement, c'est vraiment c'est un gros souci. Hein. Moi, je n'ai pas trouvé de solution, hein, personnellement. C'est très problématique. Donc, je veux juste finir, si tu te permets, Fred. J'en ai vraiment pour 2 petites secondes. J'ai pas envie de te permettre, mais vas-y, maintenant que tu y es, vas-y. Allez, c'est sympa. Allez, vas-y. Donc, je remercie énormément ma fille Dounia pour toutes les fois où elle m'a donné des coups de main pour prendre les mesures de tous les blocs, parce qu'on a pris des centaines de mesures de la rechauffée. Donc, ma Dounia, je t'aime très fort, je te remercie énormément. Je remercie sa mère Christelle pour tous les coups de main sur l'informatique, parce que moi je suis vraiment nul en informatique, donc elle m'a donné vraiment plein de coups de main pour faire les fichiers, pour les mesures, tout ça. Je remercie Jean-Luc Nogent de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine qui m'a répondu au téléphone 2 ou 3 fois, toujours avec gentillesse, sympathie et amour de l'archéologie, véritablement à chaque fois. Joseph Bouet de l'assaut de la Rochauffée, qui pareil m'a reçu toujours à bras ouverts, qui veut me rencontrer. Enfin, vraiment, ça s'est passé admirablement bien. Cécile, la costumière, pour son petit coup de main pour la gravure du 18e. Et merci à Fred de m'accueillir sur ta chaîne. J'ai un peu bafouillé sur le début de ma présentation. Je suis désolé, j'avais un trac, mais de dingue. J'avais la bouche pâteuse. C'était un cauchemar. Je suis vraiment désolé. J'espère que c'était audible. J'espère que j'ai T'as pas. été En plus, j'ai pas très tout laissé bien. du temps. Et des fois, c'est un peu. Je suis un peu gaga des fois. Non, non, Donc voilà, j'en ai c'était fini super. avec ma présentation. C'était super. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi et va le dire dans les commentaires. Une façon de remercier aussi William et cette première partie super intéressante, c'est de mettre des petits pouces. Hein, voilà. Donc je fais mon commercial, mais c'est important parce que ça permet d'avoir plus de visibilité. Il me semble qu'on fait du travail de qualité, que ça vaut le détour et que voilà, ça mérite d'être partagé et apprécié à sa J'ai juste valeur. Donc, j'ai oublié un truc, oui, excuse-moi Fred, dis. très important. J'ai oublié le truc le plus important que je ne vais pas oublier et je l'ai oublié, tu vois, c'est souvent comme ça. Je remercie énormément Éric Le Saint. Éric Le Saint, alors c'est pas, pour moi, ce n'est pas qu'un internaute, c'est quelqu'un que je connais personnellement, parce qu'on s'est vu encore ici chez moi il y a quelques jours, pour les découvertes qu'on a fait à l'intérieur de la Rochauffée, et aussi pour la personne qu'il est, parce que c'est une personne avec qui je passe des bons moments, c'est quelqu'un de très sympathique, un bon guitariste, un bon chansonnier, et je voulais juste vraiment, vraiment le remercier du groupe qu'on a fait tous les trois. On a passé quelques mois très agréables, voilà. Et je voulais aussi ne pas remercier Alan Becquet. Alors Alan Becquet, c'est un internaute qui m'a contacté un jour, qui m'a dit « Je sais tout sur la Rochauffée ». Il savait tout sur la Rochauffée. J'ai dit oh, « Mais c'est génial, j'étais super content. » Je dis « Putain, mais c'est magnifique !» J'ai envoyé des messages en disant « On va se rencontrer,
j'emmène un petit thermo à la réchauffer, on se fait un petit café, et puis tu vas me parler de tes découvertes, je vais te parler des nôtres. Ça va être génial. Donc, ça, c'était mon message, globalement. Il m'a répondu, bonne continuation. Ouais, mais Voilà. c'est pour ça que vraiment on va insister de plus en plus sur le fait que maintenant ça suffit de c'est très bien. Il y a eu beaucoup de chercheurs qui ont fait des recherches indépendantes dans leur coin, tout ça. Maintenant, c'est le moment de se serrer les coudes parce que sinon il y a rien qui avance en fait. Chacun travaille dans son Oui, et puis coin là, et on écrit des bouquins, je on ne fait des demandais pas vidéos, mais de, il se passe rien d'autre. Là, il faut jouer je demandais pas collectif. de, Il faut jouer collectif. excuse-moi, je lui demandais absolument pas qu'il me dévoile toutes ses recherches. Je voulais juste qu'on se rencontre et qu'on parle de notre amour pour la réchauffer. C'est tout ce que je voulais. Et lui, il m'a juste envoyé paître, en fait. Il m'a dit bonne continuation, ça veut dire va te faire foutre en langage internet, hein. Mais moi, je l'ai pris comme ça. J'étais vraiment très vexé. J'étais vraiment très vexé. Voilà. Donc, je ne remercie pas Alan. Alan, si tu nous regardes. Mais écoute, s'il nous écoute, je l'invite à faire le pas qu'il a peut-être pas osé faire avant. Et voilà, la porte est toujours ouverte. On peut s'entendre. Bien Et sûr. parce que je pense que dans ce que tu as présenté là et dans ce que je vais présenter après, il va y avoir des éléments qui certainement n'avaient pas. Je pense pas. Et nous non plus. Et je pense qu'on est loin d'avoir tout montré. Et Bien encore une évidemment. fois, ça suffit de garder les infos pour soi, pour pouvoir, je sais pas, se mettre en avant. Maintenant, Bah, il y a encore une beaucoup fois, de c'est chercheurs collectivement qu'on va avancer encore plus. c'est des chercheurs de notoriété, hein, c'est pas des chercheurs de vérité. C'est un peu le problème. C'est dommage. Je trouve ça triste. Parce que plus on sera et plus on échangera d'idées, plus on pourra se contredire et plus on pourra avancer. C'est la base, quoi. La recherche, c'est ça, hein. C'est être ensemble et parler, 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 quoi. Échanger. Bah, Exactement. c'est ce qui manque sur Terre en général, hein, malheureusement, hein. Voilà, j'en ai fini. J'en ai Eh fini. ben super, merci, c'était excellent. Je pense que là, les gens qui connaissaient pas la roche chauffée maintenant, ils savent ce que c'est. Plus grand dolmen de France, un des plus grands du monde, hein, que je sache. Et le machin, ouais, c'est une pure œuvre d'art que tu nous as très très bien présenté. Moi maintenant, je vais continuer à illustrer le travail d'équipe puisque ce que je vais montrer là est en partie inspiré de tes questionnements, de tes recherches et de celles d'Éric Le Saint. Et je vais partir sur mon domaine qui est la géométrie et puis l'astronomie. On a appelé cette émission La Roche chauffée lunisolaire. Donc l'aspect solaire, on l'a vu, hein, c'est parce que le soleil, au moment du solstice d'hiver, il vient taper au fond de la roche chauffée. On va voir maintenant l'aspect lunaire et l'aspect terrestre. Et c'est en ça que Éric Le Saint nous a mis sur de très belles pistes. Et puis voilà. Donc c'est ce que je vais vous Une très, présenter très belle piste. maintenant. La partie géométrique, mathématique. Donc il faut savoir que, comme le disait, je vais commencer à partager mon. On va attendre. Je vais faire ma petite intro. Comme le disait William, tu as pris plein de mesures, des centaines de mesures des pierres, comment dire, pour avoir, ça nous a permis d'avoir les volumes, ça nous a permis d'avoir les poids, ça nous a permis d'avoir une bonne idée de la taille la chambre et de l'antichambre, parce que en fait ce dolmen il est constitué de deux pièces, on va dire, une antichambre et une chambre, et avec toutes ces mesures que tu m'as fournies et aussi toute la documentation que tu m'as fournie, donc des schémas, tout ça, moi, j'ai fait une modélisation 3D, bon, qui vaut ce qu'elle vaut. C'est pas une représentation artistique. Moi, je suis dessinateur industriel à la base, donc ça a un côté un petit peu. Vous allez le voir, c'est beaucoup plus angulaire que ce que c'est dans la réalité. Mais j'ai pu me servir comme ça d'outils qui m'ont permis de mesurer les poids et d'avoir des proportions assez étranges que je vais vous montrer maintenant. Alors, je partage mon écran. Je partage mon écran. Si tu as 2-3 remarques à faire, là j'en ai pour 10-20 secondes. Hop, hop. Donc merci, vous avez été super Les réactifs remarques dans le sur chat. ta barbe, sur ta coiffure, sur ton t-shirt, sur quoi? Sur ta tenue vestimentaire? Des remarques sur quoi? Je sais pas. Alors attends, déjà je vais me montrer. Maintenant les gens voulaient me voir. Donc voilà, je suis là. Hop, Avec mon avec joli mon joli casque. casque.
j'ai fait mon partage d'écran. Est-ce qu'on est bien? Ok. Voilà. On est parti. C'est tout bon. Tu restes avec moi. Je te laisse à l'écran. Hop. Tout à fait. Ok. Donc c'est parti pour ma partie. Donc on est à peu près à la moitié de l'émission et après je vous aurai des questions et donc voilà, on sera deux pour y répondre. Ça devrait bien se passer. Donc voilà, toi tu as fini sur ta belle représentation. Alors, tu disais que tu faisais 15 ans que tu n'avais pas dessiné. Moi même si je prends 15 ans pour faire le même dessin que toi, il ne sera pas aussi bien réussi. Donc tu as fait une belle représentation de ce qui a priori ressemblait à ce lieu il y a 5 000 ans ou plus. Donc un cairn qui est une butte de terre sèche mélangée avec de la terre par-dessus un dolmen. Donc voilà, je l'ai illustré avec tes mesures et tes schémas de pierre sèche. Yes. Ouais. Et pas de terre sèche. Ouais, je dis ce que je veux. J'ai envie de dire terre sèche. Attends, ça fait 8 mois que tu dis ce que tu veux. C'est toujours pareil. Pas de ménage en public, s'il vous plaît. Ce serait mieux sans écho. Il y a un écho. Alors attendez. C'est bon, je sais pourquoi il y avait un écho. Il n'y a plus d'écho. Alors, donc voilà une représentation de la rechauffée selon tes schémas, tes dessins et tes mesures. Donc en vert, vous avez la partie cairn et en gris, vous avez la partie dolmen. Donc on va partir dans les chiffres. Pour avoir une idée de l'ouvrage, voilà, c'est bon, le son, c'est bon, on est bien, parfait. Pour avoir une idée de l'ouvrage, donc toute la partie qui a été rapportée sur le dolmen de la Rechauffée, c'est environ 1600 mètres cubes, soit 2000 tonnes de matériaux. Donc imaginez tout ce qu'a dit William avant, un habitant par kilomètre carré, le fait qu'on a autre chose à faire que de faire un ouvrage comme ça qui a dû prendre des années et des années. On doit s'occuper des femmes, des enfants, de faire à manger, etc. Imaginez l'ouvrage, 2000 tonnes de matériaux rapportés par-dessus le dolmen. Et je vais préciser, Fred, oui. Je vais préciser que le schiste pourpré arrive, la carrière est à 5 km, et le grès, la carrière est à Janzé, donc à 10 bornes. Toute la partie verte, si ma théorie est bonne, c'est du grès, et ça arrive à 10 km. Ça arrive de 10 km. Non, mais c'est donc voilà, c'est pour se dire que les explications classiques, elles tiennent compte de ce qu'on connaît de l'époque, mais il y a quand même un truc qui, moi, qui me chagrine et qui en chagrine plus d'un, je pense. Donc voilà, 2000 tonnes de matériaux rajoutés par-dessus ce dolmen, et ce dolmen, lui, en lui-même, pèse 480 tonnes. Donc autant les gravats, on peut les amener par seau ou par corbeille, je sais pas, autant là, vous avez des blocs jusqu'à 50 tonnes que vous devez déplacer. C'est encore autre chose. C'est moins de matériaux déplacés, mais c'est beaucoup plus chiant à mettre en œuvre. Donc 480 tonnes, avec donc la pierre la plus grosse au sommet, avec une espèce de petite bosse que j'ai pas forcément bien retranscrit, mais voilà, c'est à peu près comme ça, qui fait 50 tonnes. Le linteau, lui, fait 20 tonnes. Toutes les pierres font de mémoire entre 20 et 50 tonnes. Donc c'est pas rien. Hein. C'est pas rien. C'est énorme. C'est vraiment, vraiment énorme. On est d'accord. Alors, ensuite, je vais partir de cette image parce que c'est à partir de là que, en fait, le travail d'équipe s'est fait. Donc, comme tu le disais, grâce à ta fille, tu as remarqué que bizarrement, il y avait 4 pierres qui étaient. Alors, de ce côté, toutes les pierres sont penchées, tu disais, mais les 4 pierres là que j'ai mis en avant, qui sont en bleu sur mon dessin en haut à droite, sont particulièrement penchées. Et toi, tu m'as posé une question typique de pyramidio, mais tu savais que j'allais t'y répondre. C'est j'aimerais bien savoir combien il mesure ce triangle-là, parce que là, en fait, on a une mesure horizontale, une verticale, et puis on a un hypoténuse d'un triangle. Et tu t'es dit, toi, en tant que pyramidio professionnel, est-ce que tu peux pas me mesurer tout ça? On n'a pas l'image à l'écran, là, Fred. Comment ça? On n'a pas ton image des blocs penchés, là. Vous avez quoi comme image? Le dolmen, encore. Bah zut. Je suis dessus, pourtant.
Qu'est-ce que c'est que ce bins? euh, Je sais pas quoi vous dire. Je suis dessus. On a le dolmen 480 tonnes et 50 tonnes le bloc dromadaire. C'est vrai? Zut. Ouais. Euh, alors là, Houston, on a un Ah problème. voilà, on y est, on C'est y est, bon? Fred. Ok, je sais Ouais, pas c'est pourquoi bon. il y a eu ce décalage. Ok, ok. Hervé me disait que tout était ok, donc a priori, non, c'était bon quand même. Il y a peut-être un décalage entre toi et moi. Tu es quand Ah, même pardon. t'es en Bretagne, moi je suis dans l'Ain, on est quand même assez éloigné. Ouais, c'est Il vrai. y a un problème Désolé. sur la ligne. Pas de souci. Donc voilà, tu m'as demandé de mesurer ce triangle et vous allez voir, c'est la porte d'entrée sur les aspects mathématico-géométriques de la roche chauffée. Donc les mecs, c'était des techniciens et des ingénieurs hors pair, c'était des architectes, mais on va voir que c'était a priori des mathématiciens et qu'ils avaient des connaissances géométriques assez étonnantes pour l'époque. On Donc, peut pas dire. ouais, il y a quatre blocs penchés. Tu m'as donné les mesures de chacun d'entre elles. Donc là, pour exemple, j'ai pas mis tout, hein, mais on a une mesure en hauteur qui varie de quelques centimètres, un petit peu moins à l'horizontale. Et j'ai retranscrit, comme tu m'as demandé, le triangle moyen qui représente la valeur moyenne de ces quatre triangles où donc on voit des valeurs qui semblent quelconques, hein, on a 2,01 mètres, 1,93, enfin bref, c'est assez quelconque. Sauf que toi, tu avais déjà remarqué que dans les mesures, les centaines de mesures que tu as prises, souvent tu voyais, notamment dans les hauteurs externes des blocs, souvent tu voyais revenir la valeur de 2 mètres. Tu disais, tiens, ça tourne souvent autour de 2 mètres. Et en gros, la question qu'on s'est posée, c'est un peu fou, hein, parce que là, on fait rentrer en ligne de compte l'aspect métrique, et si on avait le mètre dans ce triangle, et s'ils avaient voulu signifier 2 mètres. Donc moi, je suis parti sur une démarche assez simple, c'est de me dire, si ce triangle était voulu à 2 mètres, qu'est-ce qu'on aurait pu avoir comme vraie valeur, comme valeur théorique à la base, qui voulait signifier. Donc, on transforme le 2,01 en 2 mètres. On se rend compte que ça ne change pas grand-chose. On a toujours des valeurs quelconques pour l'angle d'inclinaison du bloc, 73,44, 0,57 en bas et 1,92. Sauf que les différentes valeurs pour le petit côté du triangle, ça variait entre, de mémoire, je dois les avoir là, donc entre 0,45 et 0,65 mètres. Donc ça fluctue pas mal. En plus, les mesures, elles sont pas forcément faciles à prendre. Donc Non, c'est de la terre battue dedans, hein, donc voilà. c'est pas très. Voilà. Donc dans ce cas-là, comme souvent pour les chercheurs alternatifs, alors pas que, hein, est rentrée en ligne de compte l'intuition. L'intuition qui, au-delà des chercheurs alternatifs, parfois amène à des découvertes assez intéressantes. Ben là, l'intuition que j'ai eue, c'est de me dire, et si le 0,57 en bas, si en fait la vraie valeur, puisque on est dans le bon écart, était de 0,618, donc l'inverse du nombre d'or. Et donc j'ai pris le triangle avec comme hypoténuse 2 mètres et comme petit côté 0,618. Et là, c'est comme si tout se mettait en place d'un seul coup, puisqu'on a un triangle, on va dire, parfait, parfait par les valeurs, c'est-à-dire on a l'inverse du nombre d'or qui est signifié par le petit côté, on a la hauteur qui fait pile 1,90 m, on a l'hypoténuse donc qui fait pile 2 mètres, et on a un angle de 72 degrés pile. Donc on n'a que des valeurs, a priori, dans ce triangle qui sont, entre guillemets, parfaites, parfaitement rondes, et la seule valeur qui est irrationnelle, eh c'est justement un nombre irrationnel qui est l'inverse du nombre d'or. Donc là, on s'est dit, on va pas faire de ça une preuve qu'il connaissait le maître ou quoi, mais c'est un clin d'œil assez intéressant. C'est une intuition à la base et un clin d'œil assez intéressant qui nous a permis d'aller plus loin. Alors, vous allez peut-être me dire, mais d'accord, mais ok, même s'ils ont voulu signifier ça, c'est quoi ce triangle? C'est quoi? On a 2 mètres, on a 0,618, 72 degrés, c'est quoi? Alors 72 degrés, c'est pas compliqué, on va le voir dans le slide suivant. Ça rentre en ligne de compte dans la géométrie sacrée. Pourquoi? Parce que l'angle de 72 degrés, c'est un angle particulier qui trace un cercle
isocèle, équilatéral, pardon, isocèle, non, avec deux angles de 72 degrés et un autre angle de 36 degrés. Et en fait, on appelle ce triangle en mathématiques le triangle doré. Donc en fait, les triangles que tu m'as demandé de mesurer dans la roche chauffée, qui sont présents par 4 fois la moitié d'un triangle doré. Et donc, on voit que ça rentre en compte dans la géométrie du pentagramme qui est en lien direct avec le nombre d'or. Donc, on a une première ouverture. Alors, ce n'est pas une preuve de quoi que ce soit, hein, c'est juste une première ouverture vers la géométrie sacrée supposée à la roche chauffée. Alors, ensuite, la deuxième question que tu m'as posée, puisqu'on était sur une bonne piste, c'était de me faire remarquer, donc là on a un schéma vu du dessus de la roche chauffée, vous voyez les blocs à peu près rectangulaires, ils sont beaucoup plus naturels que ça, hein. C'est les blocs verticaux et le reste c'est les tables qui se posent par-dessus. Et le linteau, toi qui as vu des centaines de fois la roche chauffée, le site, le linteau, eh ben, il a la particularité d'être par son fronton une portion de cylindre. Et on voit bien que, moi sur les schémas que tu m'as fournis, on voit bien qu'on a un arc de cercle assez bien dessiné. On voit bien aussi dans la première image que tu as montrée, enfin une des premières images que tu as montré, la roche chauffée de face, que les 3 premiers blocs qui font l'entrée sont parfaitement taillés, ils sont très très bien taillés. Ils ont mis un soin tout particulier à les reprendre, quoi. Un soin tout particulier, ouais, à montrer ça, ouais, tout à fait. Voilà. Et donc, ta deuxième question qui mène sur les découvertes qu'on va voir après, ça a été de me dire, si on trace le cercle qui prend en compte cet arc de cercle, où est-ce que se trouve le centre? On est d'accord, c'est ça la question que tu m'avais posée. Tout à fait. Alors, on va voir où nous mène ce centre. Donc, dans mon logiciel de CAO, j'ai continué le cercle. Et là, vous ne le voyez peut-être pas bien, vous vous rappelez de la pierre dont parlait tout à l'heure William, qu'on a appelé le doigt. On pourrait l'appeler le doigt de William, hein, parce que c'est le cercle, on l'a appelé entre nous le cercle de William. Hein, il y a réellement un cercle de signifié sur ce site via cette portion à l'entrée, et on obtient un cercle qui fait à peu près 26 mètres de diamètre. Et le centre de ce cercle correspond, on va le voir par le zoom, pile poil, on voit ça à droite, donc c'est un zoom, pile poil à l'arrondi de cette pierre qu'on appelle le doigt, qui est la pierre la plus centrale de la roche chauffée. Donc voilà, un arc de cercle qui nous mène à un cercle, qui nous mène à un centre, qui est signifié par une pierre la plus centrale dans la roche chauffée. Donc là, je vous laisse encore une fois. Oui. La pierre biseautée. La pierre qui est biseautée, qui a été travaillée. C'est la seule. C'est voilà. La seule qui est pointue des cloisons. Voilà. Donc là, encore une fois, je vous laisse voir avec vous-même si vous pensez que c'est du hasard ou pas. On va en rajouter plusieurs couches grâce aux suggestions d'Éric Le Saint. Vous allez voir, on va rajouter plusieurs couches. Derrière, vous me direz dans les commentaires, ceux qui pensent que c'est vraiment pas du hasard, tout ça, limite, signifiez-moi par un pouce en bas, parce que vous allez voir, c'est vraiment très difficile de penser au hasard. Ou alors on a tout inventé peut-être aussi. On a peut-être tout inventé. Bah après, oui. on fournira les liens éventuels, on fera un dossier que les gens pourront consulter avec les schémas, les machins. Vous verrez, rien qu'avec le schéma, vous verrez que le linteau est parfaitement circulaire et que vous pouvez même avec un compas vous amuser à tracer le cercle. Vous verrez le centre, il tombe là où on vous montre. Hein, on ne vous ment pas, hein, en fait. On ne tord pas les faits, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas du tout tordu, même de quelques centimètres. On est vraiment pile poil dessus. Hein. Tout n'est qu'hasard, me dit Babine, mais je suppose qu'il rigole. Eh oui, détordu. On est tous détordus. Alors voilà, c'est là que rentre en scène Éric Le Saint, que les gens qui ont vu, qui ont regardé les précédentes émissions sur Monde Mystérieux doivent connaître, ont dû voir. Donc Éric Le Saint, c'est quelqu'un qui fait clairement partie de l'équipe. Ça fait des semaines qu'on travaille ensemble. Qu'on s'échange des informations et qu'on arrive à chacun de notre côté à avancer sur nos propres recherches, voilà, grâce au concours des autres. Et donc voilà, je le reprécise,
Cette émission, c'est l'illustration parfaite du travail d'équipe. Et c'est ce que j'espère on va pouvoir faire. Là, on le fait avec 3. J'espère on pourra le faire à 10, 30, 100. On a besoin de tout un tas de compétences. Peut-être qu'on en reparlera à la fin. Voilà ce que peut donner un travail d'équipe à 3. Imaginez ce qu'on Oui, peut on en faire parlera, à 30. Donc, Eric qui travaille, donc je vous invite à voir les émissions d'Eric sur Monde Mystérieux si vous ne l'avez pas vu. Eric, je ne vais pas résumer le travail d'Eric là, ce serait trop long et puis je pense qu'on n'est pas loin déjà de l'heure d'émission. Mais en gros, il travaille Non, mais c'est beaucoup. notre vidéo, pas la sienne. Qu'est-ce que tu as dit? Je t'ai pas entendu. C'est notre vidéo à nous, c'est notre live. Bref, donc je vais essayer de résumer très rapidement. Et Eric, il travaille sur Google Earth. Alors il a beaucoup travaillé sur la France, sur la géométrie en France. La Roche-Chauffée a une place très importante dans son travail. Donc encore une fois, je vous invite à aller voir les vidéos. Et il travaille beaucoup avec des cercles de différentes tailles sur Google Earth qui représentent la Terre et la Lune. Voilà, résumé comme ça. Et donc Eric, qui s'est intéressé à la Roche-Chauffée et qui est complètement inclus dans son travail, nous a dit, les gars, je pense que l'antichambre de la Roche-Chauffée représente la Lune et la Terre est représentée par la chambre. Est-ce que vous pouvez vérifier ça? Et donc, son questionnement est représenté sur l'image. Est-ce que, en gros, les proportions sont celles de la Terre et de la Lune? Donc, une fois que la question est posée, je retourne dans mon logiciel de CAO et je vérifie tout ça avec les mesures de William. Et voilà, une fois qu'on a tracé les cercles avec les bonnes proportions, c'est-à-dire que la Terre et la Lune sont en proportion 11 tiers, on trace les cercles dans la roche chauffée. Donc il faut savoir, l'antichambre, elle est pas dans l'axe de la roche chauffée. Il y a un léger décalage puisqu'elle est plus petite en largeur que la chambre. Donc c'est pour ça que vous avez ce décalage, on n'est pas dans l'axe. Mais en termes de proportion, on est pile poil bon. C'est-à-dire que vous voyez, en traçant un cercle de diamètre 3 et un autre de diamètre 11 en proportion sur la roche chauffée, ça colle parfaitement. Ça colle parfaitement. Encore une fois, c'est peut-être un hasard, mais l'antichambre pourrait représenter la Lune et la chambre, la Terre. Donc l'intuition, encore une intuition, après les intuitions de William pour aller voir un petit peu ce qu'il en était du linteau, du cercle, du centre, eh bien l'intuition de Eric, pardon, nous a mené sur cette nouvelle découverte que, en plus de signifier le solstice d'hiver, donc en lien avec le Soleil, eh bien on pourrait bien avoir de signifier la Terre et la Lune. Maintenant, on va revenir sur le cercle de William de diamètre 25,6 mètres. Donc, ce que vous pouvez remarquer à l'écran, c'est que une fois qu'on trace ce cercle, en fait, ça n'englobe pas la roche chauffée. Ils auraient pu faire un cercle qui englobe la roche chauffée. Ce cercle, il est beaucoup plus grand et donc il laisse un vide à droite de la roche chauffée là. Et donc la question que je me suis posée une fois que Eric nous avait ouvert la voie, c'était de me dire, et si on avait là encore une représentation de la Terre et de la Lune en proportion. Donc, est-ce que la longueur de la roche chauffée représenterait le diamètre de la Terre et le vide à droite, la Lune? Donc, j'ai fait le même exercice et ça fonctionne aussi. Ça fonctionne aussi. La longueur de la roche chauffée représente le diamètre de la Terre à l'échelle et le vide manquant à droite représente la Lune en proportion. On en est à combien là? On en est à 4 hasards, c'est ça? 4 hasards. Ouais, un truc comme ça, ouais. Un truc comme ça. Donc, sans compter le hasard de notre rencontre, et de la rencontre avec Eric et tout ça. Quoi. Exactement, exactement. Donc voilà, donc moi pour le coup ma présentation, moi j'ai respecté le temps moi monsieur, tu vois, j'ai bientôt fini. Alors, ouais, je suis désolé. il n'y a pas de souci. Je pense que personne ne s'en offusquera dans les commentaires. Si je regarde, on est toujours autant de personnes, on est une trentaine de personnes, ça fait grand plaisir. Pour une petite chaîne comme l'apprentissage, c'est tout à fait honorable. Et j'espère que vous partagerez la vidéo si vous êtes convaincus, si vous avez trouvé ça intéressant. Partagez-la au moins une fois. Vous avez tous plus ou moins des Facebook, des machins, des trucs. S'il vous plaît, partagez-la. Partagez-la parce que c'est vraiment des découvertes inédites qui méritent d'être partagées à un plus grand nombre. Donc je vais continuer sur ma présentation. Donc
on a vu que le rapport Terre-Lune, c'est 11 tiers. Dit autrement, si la Terre vaut 1, la Lune vaut 0,27. C'est-à-dire qu'en gros, la Lune, elle fait 27% de la Terre. Donc, pourquoi je vous ai dit, je vous montre ça comme ça? Alors déjà, pour vous faire remarquer qu'il y a des liens numériques assez marrants, parce que si on est plus précis, c'est exactement, la Lune vaut 27,32% de la Terre en diamètre. 27,32, c'est la rotation, c'est la période de rotation de la Lune sur elle-même. La Lune tourne sur elle-même en 27,32 jours. Donc là, c'est encore un truc de ouf. C'est pas les bâtisseurs de la Roche chauffée qui ont fait ça, c'est les bâtisseurs du système solaire. Je sais pas comment ils ont fait leur compte, mais c'est assez hallucinant. Donc ceci étant dit, maintenant, je vous laisse répondre à cette question, c'est-à-dire qu'on a trouvé deux couples Terre-Lune dans la Roche chauffée. Donc ils sont représentés à gauche et à droite. Donc on n'a pas les mêmes proportions de cercles. À votre avis, quel est le facteur de multiplication qui mène des petits cercles aux grands cercles de ces deux couples? Qu'est-ce qui lie ces deux couples Terre-Lune? Peut-être que je vais voir si les gens ont de l'intuition ou de la réflexion. Philippe Cubis qui me dit le nombre 127 est cité plusieurs fois dans les terres. Peut-être que tu vas pouvoir répondre du coup, à ton avis, le multiplicateur pour aller de gauche à droite sur mes schémas là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est à votre avis? Merci Gilles. Bon, on va peut-être pas faire trop durer le truc. Je pense que les gens ont une petite idée. Je vais donner la réponse. On a un facteur de 1,27. C'est-à-dire qu'on a signifié deux fois le couple Terre-Lune de manière indépendante, mais le facteur de multiplication entre les deux est 1,27. Donc on retrouve encore ce 1,27, ce rapport Terre-Lune, puisque la Terre vaut 1 et la Lune vaut 0,27. Donc là, 1,618 me dit. Alors, Père Jacques Bonnard, tu dis 1,618. Non, non, fallait pas supprimer, tu as supprimé ton truc. Non, non, non. Tu as mis 1,618, c'est pas 1,618, mais je ne l'ai pas mis dans la présentation. Si vous prenez le grand cercle en pointillé à droite et le cercle en bleu à gauche, vous divisez l'un par l'autre, vous avez un 618. Enfin, vous avez 1,62. Donc, c'est pas une si mauvaise réponse que ça, parce qu'on retrouve aussi le nombre d'or, mais je ne l'ai pas mis parce que comme 1,27 c'est 4 sur pi, mais aussi la racine carrée du nombre d'or, c'est peut-être normal qu'on retrouve le nombre d'or, puisque voilà, 1,27 c'est lié aussi au nombre d'or. C'est 4 sur pi ou le racine carrée du nombre d'or. Donc j'en ai presque fini. Je vais vous mettre un dernier bonus qui est plus un clin d'œil qu'une certitude. C'est-à-dire que quand, là encore une fois, on revient sur les intuitions et sur les questions de groupe. William, tu m'avais demandé de faire la séparation entre le poids de l'antichambre et le poids de la chambre. Donc l'antichambre, elle est en bleu sur mon dessin là, et la chambre, c'est le reste en gris. Eh bien, l'antichambre hors sol, elle pèse 60 tonnes, et le reste de la rechauffée, la chambre, en tonnes, c'est 351 tonnes. 351, j'ai tout arrondi à la tonne près. Donc c'est pas 360, c'est pas 350, c'est 351. Je dis pas que mes mesures sont parfaites, mais en tout cas c'est les premières estimations que j'ai eues. Et ben si on fait le rapport entre les deux, 351 divisé par 60, ça fait 5,85. Pour la petite anecdote, donc c'est sans unité. Pour la petite anecdote, c'est 5,85, c'est la hauteur en mètres de la chambre haute de la Grande Pyramide. Mais bon, passons. Mais c'est surtout 1,618, donc le nombre d'or multiplié par 3,618. Alors 3,618, c'est un. Là, dans cette présentation, c'est un chiffre que va découvrir Eric parce que c'est un truc que j'ai vu aujourd'hui. Mais le 3,618, il apparaît plusieurs fois dans les travaux de Éric Le Saint. C'est le nombre d'or multiplié par la racine carrée de 5. Ce qui fait qu'au au total, dit autrement, le rapport entre l'antichambre, enfin la chambre qui représente la Terre et l'antichambre qui représente la Lune, eh bien, c'est le nombre d'or au carré fois la racine carrée de 5. Encore une fois, racine carrée de 5, on retrouve beaucoup dans la pyramide, sur le plateau de Gizeh, dans la pyramide de Khéops.
Voilà, voilà. Et comme dit Eric, effectivement, ce 361, non, qu'est-ce qu'il nous dit? Non, c'est pas 361, Eric, c'est 351. Après, c'est des estimations. Je pense pas que je me sois planté à 10-20 tonnes près. Je suis à quelques tonnes près, mais en tout cas, c'est juste pour dire, quand on cherche honnêtement et avec, j'allais dire avec ferveur, mais non, ça fait pas trop religieux, mais vraiment en écoutant son intuition, on a plein de petits clins d'œil du destin, appelez ça comme vous voulez, qui nous sont donnés et qui nous mettent sur la piste. En tout cas, retenez une chose, c'est que de manière, je suis très prudent avec ça, mais avec Eric et William, on est sûr que c'est pas du hasard, mais considérez que hasard ou pas, il y a le rapport Terre-Lune signifié de 3 manières différentes dans ce monument qui a au moins 5000 ans. Et ce sera la conclusion de ma présentation et de notre présentation. Voilà, voilà. Tu es toujours avec moi, Eric? Bravo! Merci, merci, merci. Merci à toi aussi. En tout cas, c'était franchement super content de faire cette émission. Alors, ça a été beaucoup de préparatifs, hein, on a quasiment bossé tout le week-end là-dessus. Voilà, vraiment l'exemple typique du travail d'équipe. Vous enlevez Eric Le Saint, on vous fait pas cette présentation. S'il n'y a pas William, on fait pas la présentation. Si j'ai pas mes outils informatiques, on fait pas la présentation, on fait pas toutes ces découvertes là. Et donc cette émission, je l'espère, avec plein d'autres invités, n'est que la première d'un gros travail d'équipe qui, après que LRDP ait ouvert un nouveau champ de recherche, on va dire, bah maintenant il faut construire l'édifice. Faut construire l'édifice, certes alternatif, mais je suis sûr qu'il y aura même il y aura des architectes qui aimeront pas ce genre de recherche, qui diront c'est du hasard, c'est du machin, c'est du truc. Si vous vérifiez, vous vous rendrez compte que non. Mais je suis sûr qu'il y aura notamment des jeunes architectes, archéologues, pardon, ou égyptologues, je ne sais quoi, qui, tôt ou tard, s'intéresseront à ces travaux, surtout si c'est des travaux cohérents, faits par une équipe sérieuse, qui ne retient que les éléments les plus tangibles. Et je suis sûr qu'on va avancer, voilà, officiel et non officiel, qu'on va avancer sur ces sujets dans les mois, les années à venir. Je vais couper mon écran. Voilà. Maintenant, on peut. Dommage pour les absents. Ah oui, dommage pour les absents, mais encore une fois, vous allez partager l'émission et j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux. Moi, le but, c'est pas spécialement de mettre en avant la chaîne, plus que voilà. Il y aura des interventions, que ce soit William ou moi, il y aura des interventions qu'on fera sur Monde Mystérieux. S'il y a d'autres chaînes qui veulent rentrer dans l'aventure, voilà, on se partage les uns les autres, voilà, on arrête l'individualisme et vous allez voir que on va envoyer du lourd. On va envoyer du lourd. Donc maintenant, on peut. William, si tu as quelque chose à dire, moi j'ai assez parlé maintenant. Si tu as quelque chose à dire, je te laisse parler et après on passe aux questions. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que j'ai beau savoir ce que tu allais présenter, et je tombe encore des nues. Je tombe encore des nues parce que c'est un site que je connais vraiment bien. Et quand tu vois la masse de travail que ça suppose déjà, rien que le déplacement des blocs, la taille des blocs, le transport, le dessin, parce qu'il faut absolument dessiner toute la rechauffer. Il faut vraiment, c'est un travail qui a été longuement pensé. Et en plus, quand on voit qu'il y a ça de signifié, moi je tombe des nues à chaque fois, je tombe des nues et je suis très content de t'avoir rencontré grâce à Fémi, hein, il faut le dire. Oui. On s'était rencontrés sur le live sur la chaîne d'Hervé. Et je suis très content voilà, j'ai vu les canots pencher, j'ai osé te demander qu'est-ce que tu en pensais. Et puis ça s'enchaîne et ça s'enchaîne. Et aujourd'hui, on a quand même une très belle découverte grâce à ça, grâce à la fusion de pensée, la fusion de réflexion et de savoir. Et c'est fantastique parce que moi, ça fait 10 ans que je suis tout seul dans mon coin à étudier des photos et des plans et des cartes postales de vieilles de 150 ans. Et aujourd'hui, je me dis, putain, j'ai fait quelque chose, j'ai vraiment fait quelque chose. Et pas pour moi, pour la connaissance générale, bien évidemment. Pas du tout, voilà. Donc, je te remercie. Moi, j'ai juste à dire merci, Fred, en fait. Merci, Fred, de ta confiance. Je suis vraiment désolé, j'ai dépassé le temps imparti, vraiment dépassé. J'en suis désolé, je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai répété 20 000 fois et j'étais toujours sur 25 minutes.
Non, 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 mais moi, elle est très bien cette émission. J'ai un bon feeling. J'ai un bon feeling. Je pense que voilà, c'était très très bien. Les gens ont l'air très contents dans le chat. Il y a des questions qui commencent à arriver. Non, non, franchement, c'est top. Et je précise que parce que il y en a dans le, il y en a dans les, il y en a dans le chat qui nous suivent. On va créer des groupes de travail. Donc, on va pas mal travailler avec l'application WhatsApp parce que c'est très très pratique. C'est plus pratique que de travailler avec Facebook. On va faire plein de petits groupes, pas trop gros, pas trop gros. Voilà, mettons nos égos de côté. Essayons de faire tronc commun. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en commun. On va faire des synthèses. J'espère qu'on va faire des articles. Et en tout cas, voilà. Moi, j'invite les personnes qui nous écoutent à se rapprocher de nous. Alors, ça peut être via la chaîne même de Hervé Monde Mystérieux, Jérôme Maury, William, si tu veux, tu peux donner un mail. Contactez-nous si vous avez la moindre compétence, que ce soit pas que dans la recherche alternative ou quoi, même si vous êtes des archéologues, des architectes, des tailleurs de pierre, mais même pour les aspects de la chaîne, que ce soit pour m'aider moi ou pour aider peut-être d'autres chaînes qui vont. Parce qu'il y a des chaînes qui nous suivent, qui sont en train de se monter et qui sont de très grande qualité. Si vous avez des compétences en graphisme, des compétences en informatique, je sais pas quoi, n'hésitez pas à vous rapprocher. On va créer plein de petits groupes et on va monter en puissance. Voilà, c'est pas la chaîne l'apprentissage qui va monter en puissance, c'est tout un maillon de chaînes de chercheurs alternatifs qui va monter en puissance et qui va se faire entendre de plus en plus parce que voilà, on n'est pas simplement des pyramidiaux qui racontons n'importe quoi. Amusez-vous à vérifier tout ce qu'on vous propose, faites le tri par vous-même et puis venez nous dire si on a tout faux. Ouais, Voilà. et puis c'est vraiment se fédérer, faire un collège, c'est vraiment pour la connaissance, pour le savoir, vraiment pour le savoir, et puis pour passer notre temps agréablement bien et avoir un intellect bien chargé, bien nourri, je veux dire, c'est hyper important. Euh, c'est un vrai bonheur. Je veux dire, préparer cette émission avec toi, Fred, c'est un vrai bonheur. C'est des mois de recherche, c'est des centaines de mesures, c'est aller sur le site. Bon, moi, j'ai la chance d'habiter à côté, donc c'est vraiment du bonheur. On fait de l'archéologie, on fait véritablement de l'archéologie. Véritablement. Et moi, ça a toujours été mon rêve, c'est de faire de l'archéologie. Et aujourd'hui, j'en fais. Et voilà, c'est tout ce que je veux dire. C'est le bonheur. Moi, je suis heureux. Voilà, je suis heureux. J'ai bien fouillé beaucoup, mais je suis heureux. Non, c'était très bien. Écoute, c'est pas remarqué. Je réécouterai, je te dirai. En tout cas, il n'y aura pas de Non. coupure, ce sera brut. Le live, il sera lâché dans la nature direct après. On va prendre les questions, du coup. Ouais. On est à 1h20, on va voir les questions. On avait prévu grand max 1h30. S'il y a des questions super intéressantes, ben, on ira plus loin. Et bon, on va prendre les questions. La première, je pense qu'elle est plus pour toi, William. C'est Philippe Cubis qui nous dit, c'est quoi cette bosse sur la dalle du plafond au milieu? Alors, cette bobosse, qu'on appelle la bosse de dromadaire, eh ben, j'en ai aucune idée. J'en ai absolument aucune idée. Je ne sais pas si le bloc était beaucoup plus gros. Il y a un moment, il y a des Anglais qui sont pointés avec des masses, fin 19e. Ils ont commencé à casser des blocs de pierre au-dessus, sur les dalles de recouvrement. C'est ça qui a fait casser le monument auprès des monuments historiques, d'ailleurs. C'est le maire du Taille qui a écrit au maire d'Essé. Et alors, je ne sais pas s'ils ont taillé là-haut. J'ai trouvé aucun procès-verbal de ce coup de masse des Anglais. Donc, je n'ai aucune idée. Franchement, je ne sais pas. Est-ce que ça signifiait la fin du cairn? J'en ai aucune idée. Je ne peux pas vous dire. En tout cas, la Malheureusement. bosse, elle est au centre, elle est à peu près au centre voilà, du monument, quoi. Elle est au centre de la chambre. Elle est au centre de la chambre, c'est ça. Au centre de Ouais. la Terre, quoi. Ça représente un peu le centre Elle de est la au Terre. centre de la Terre, tout à fait. Et dans un écrit qui date début 19e, j'ai vu qu'il y a un écrivain qui a dit qu'elle ressemblait à la face nord du Mont Blanc. Voilà, alors moi j'ai cherché des photos du Mont Blanc, voir si ça ressemblait. J'ai pas trop fouillé. Mais voilà, c'est la seule info que j'ai, c'est ça ressemblerait très fortement à la face nord du Mont Blanc. Mais j'ai pas plus d'infos malheureusement pour l'instant. Mais je vais encore fouiller, hein, je vous promets. J'en ai pas fini avec la rechauffée, je vous le dis. Non, non, je pense que c'est pas fini avec la rechauffée. Notamment, tiens, pour la petite aparté, il y a dans la chambre de la rechauffée, il y a des séparateurs. Il y a des séparateurs, et ça, on a des pistes, on a des idées, notamment Eric Le Saint, il a des idées là-dessus, mais
Bon, on ne sait pas ce que ça représente. Ils n'ont pas mis ça pour rien, quoi, hein. À chaque fois, c'est minimum 5 tonnes, hein, des blocs. On ne les met pas par hasard, hein. Donc, qu'est-ce que signifient Non. ces séparateurs dans la chambre? Ben, on ne sait pas. Pour l'archéologie conventionnelle, ce sont des cloisons pour enterrer 4 familles différentes. Voilà, je le dis pour le dire, mais pour moi, ça n'a aucun sens. Je pense il y a autre chose de beaucoup plus précis. Ok. Pour l'instant, euh, j'ai rien trouvé qui me fait dire, je sais pas, Eric pensait aux 4 éléments, des choses comme ça. Pour l'instant, j'ai rien de concret. Ok, à creuser quoi. Ah oui, ça, oui, ça va être creusé. Enfin, pas pour de vrai, hein, on va pas abîmer le truc, on va pas faire Ah comme. bon? Je peux pas? Bah, écoute, quand tu penses que le monument il a plus de 5000 ans et qu'il a commencé à être dégradé au XVIIIe siècle, tu dis quand même. Comme quoi, XVIIIe siècle, c'est vraiment le début de la fin, hein. Enfin, la fin du respect, on va dire, de tout un tas de choses. Bref, Bah, déjà, il faut savoir que toutes les allées couvertes étaient couvertes par des cairns ou des tumulus. Je veux dire, dès le Moyen Âge, même avant, les gens récupéraient les pierres pour faire des maisons. Ça a toujours existé, ça. Et à un moment, on s'arrêtait parce que les blocs faisaient 30 ou 40 tonnes. On s'est dit, bon, on va pas, comment on peut bouger 40 tonnes? Mais ils ont tous été dégradés, hein. Tous, hein. Les pierres ont totalement disparu pour faire les maisons. Enfin, des habitations, des granges et autres. et ouais, malheureusement. Et ouais. Il y avait des questions de. Alors, Père Jacques Bonnard, je crois que j'arrive pas à le retrouver, tu m'avais posé une question plus en avant qui était intéressante, je crois. Et là, tu me dis quoi? Alors, peut-on penser que la construction soit faite au niveau du sol? Je sais pas trop. Bah, sur la construction, on sait pas trop. On se pose beaucoup de questions. Le seul truc qu'il faut bien garder en tête, c'est que les blocs verticaux sont enterrés au un tiers. Pour que la structure tienne bien, voilà, c'est tout enterré au un tiers. Alors oui, la question c'était, est-il irrationnel de penser qu'au cours des millénaires, l'érosion plus tremblement de terre, action humaine ou autre, ait érodé la structure? Alors moi, à mon avis, quand on voit le linteau comme il est, tu me diras ce que tu en penses, William, quand on voit le linteau comme il était taillé et comment le reste est naturel, je pense qu'ils ont travaillé le linteau parce que c'était la porte d'entrée du cairn et qu'on la voyait de l'extérieur, et le reste c'était sous terre, donc ils ont laissé au naturel, quoi. Tout à fait. Tout à fait, mais il y a déjà de l'érosion, hein, parce que le linteau, par exemple, sur le dessus, il y a déjà des gros trous à cause de l'eau. Donc le schiste pourpré, l'eau s'infiltre assez rapidement, donc il commence déjà à avoir des fissures et il y a vraiment des cuvettes sur le linteau. Donc l'érosion a fait son ouvrage. Donc je pense que le cairn n'est plus là depuis peut-être 300 ans, 400 ans, j'en ai aucune idée, hein. Mais l'érosion a déjà fait son ouvrage. Il y a des blocs de fissurés aussi au plafond, déjà, malheureusement. Alors, il y a Hervé de Monde Mystérieux. Alors, a priori, d'ailleurs, au passage, si j'ai bien compris, il y a Eric qui passe jeudi prochain. Si vous pouvez confirmer dans les commentaires. A priori, alors nous, enfin, en tout cas, moi, sur la chaîne d'apprentissage, on est en vacances au mois d'août, mais ça continue, les émissions continuent a priori sur Monde Mystérieux. Et Eric Le Saint, a priori, a une émission la semaine prochaine. Et du coup, Hervé, une question pour toi, William. Quel type de tribus ont été trouvées aux alentours lors des fouilles? Si tribus ont été trouvées et si fouilles il y a eu? Tu as un peu répondu tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des populations qui ont été identifiées au lieu? Qu'est-ce qui a été trouvé archéologiquement parlant? Pas forcément sur le lieu même de la Rochauffée, mais aux alentours. Aux alentours, bah, c'est le néolithique. Au néolithique, il y avait pas mal de villages, de peuples en Ille-et-Vilaine. Et les villages, en gros, c'était quoi? C'était des huttes? C'était quoi les habitations? C'était des huttes entourées de remparts, entre guillemets, en bois, en piquets de bois. Donc c'était très bien structuré. Et c'était à peu près une vingtaine de familles. Et ils faisaient pas de maison en pierre, il n'y avait pas d'habitation en pierre. Non, c'était que du bois. Ok, Du bois et des soubassements en pierre. ok. Mais surtout, ce qu'on retrouve surtout, c'est des trous de poteaux. On retrouve des trous de poteaux. Donc on faisait des trous, on mettait des poteaux et après on empilait des branchages par-dessus pour faire des huttes en branches, quoi. Ok.
En gros, sur la rechauffée, voilà, on n'en sait rien, quoi. Et je sais pas Sur le si. chantier, j'ai rien trouvé sur la Rochefoucauld, sur le site. Et Tout sur ce qu'on sait, les. c'est que les Romains y étaient vraiment établis parce qu'il y a vraiment beaucoup de briques romaines. Mais voilà, sur le néolithique, ils basent tout sur le néolithique parce que c'est une allée couverte et les allées couvertes sont des néolithiques. Point final. Mais j'ai pas plus d'infos malheureusement. Ok, ouais, donc en fait, ouais, la roche chauffée, comme beaucoup de sites énigmatiques, elle est, c'est un peu anachronique, quoi, à la période supposée, aux techniques supposées, aux connaissances supposées. C'est un peu, même au-delà de ce que je montre dans la deuxième partie, là, les aspects Terre-Lune, voilà, ne serait-ce que la mise en œuvre du truc, c'est, on- C'est totalement anachronique. Enfin, franchement, quand vous arrivez à la réchauffer, vous avez deux petites illustrations où on voit des gens habillés relativement bien en peau de bête, hein, mais ils commençaient à coudre. Enfin, ça rigole pas. L'homme néolithique, il nous semblait parfaitement. Et il y a des petits boutons et des petits interrupteurs, vous appuyez où ça vous raconte l'histoire de la réchauffée. Et vous écoutez ça, vous dire bah oui, dis donc, l'homme néolithique était vachement évolué, toute proportion gardée. Et vous arrivez à la réchauffer, vous regardez la réchauffer, je dis, oh putain, tout de suite, il y a un truc qui ne va pas. Quoi. Ça ne fonctionne pas. À part pour le touriste lambda, il écoute le bordel, il monte là-haut, il dit oh bah dis donc, qu'est-ce qu'ils étaient forts. Mais un mec, hein, enfin une personne qui réfléchit un peu et qui s'y connaît un petit peu en bricole, entre guillemets, il arrive là-haut, il dit putain, mais c'est du délire. Hmm. C'est vraiment du délire. Passer de la hutte à des blocs de 50 tonnes, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans ces cas-là, on construit des maisons en pierre. Ça ne convient pas du tout, ça ne colle pas du tout. On fait des maisons en pierre et pratiquement à étage, comme les Romains. Enfin, ça ne fonctionne pas. À mon sens, ça ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire que c'est faux, mais à mon sens, ça ne fonctionne pas du tout. Il y a une incohérence totale. Ça mérite qu'on se pose des questions, évidemment. Ça, il faut pas s'en priver. Faut pas s'en priver. Quoi qu'en disent d'ailleurs certains, je veux dire, tout ce qu'on vous a montré là, il y a des trucs, voilà, il y a des trucs, il y a la partie historique, il y a la partie un peu légende avec l'histoire des faits. D'ailleurs, nous, dans l'un, on a très peu de dolmens, mais le peu qu'on a, c'est aussi lié aux légendes de fées. Donc c'est assez marrant. On retrouve derrière chaque mégalithe, il y a une fée minimum. À Euh, quelques kilomètres de chez Éric Le Saint, il y a aussi une petite allée couverte qui s'appelle la Petite Rechauffée, qu'on va bientôt étudier d'ailleurs avec Éric. On va aller prendre les mesures et tout, voir si jamais on retrouve les rapports Terre-Lune, on ne sait jamais. ok, Donc, on va se la faire, on va se la faire, on va se la la faire. petite, Il y on va se la faire. a question de Philippe Cubis, la longueur d'un dolmen, sa hauteur intérieure sont-elles liées à la latitude du lieu? Alors tous ces aspects-là, on verra ce qu'on peut trouver, hein. Après, il faut pas. Déjà, ce qu'on a trouvé là, ce qu'on vous a présenté là, c'est assez énorme, hein. C'est assez énorme, hein. Donc, on va continuer à chercher. On n'a pas tout exploité les données, mais il faut juste garder en tête qu'on a des monuments mégalithiques, voilà, qui ont gardé des formes naturelles. Quand on prend les mesures, comme on n'a pas des surfaces parfaitement plans et tout, on n'est pas au millimètre, hein, on n'est pas dans la chambre haute de la Grande Pyramide. Donc, je ne sais pas si on ira bien plus loin jusqu'à trouver des rapports comme il peut y avoir sur le plateau de Gizeh par exemple, mais on va faire de notre mieux. Peut-être que ce sera l'un d'entre vous ou un des futurs chercheurs qui va rejoindre notre groupe, qui va trouver autre chose, qui va nous mettre sur d'autres pistes. Voilà. Après, rien qu'avec les proportions de cet ouvrage-là, voilà, on trouve le rapport Terre-Lune et ça c'est déjà assez énorme, bah, faites-le savoir. Vous pouvez vous vérifier par vous-même avant de le faire savoir, mais faites-nous confiance. Ça, vous pouvez le dire, voilà, c'est de l'info inédite et pertinente. On va pas tarder à couper. Alors, il y a quelques petites questions supplémentaires. Enfin, il y a des précisions qui sont demandées sur des questions, mais on a 1h34 et on voulait pas faire plus d'1 h 30, donc on va pas tarder à s'arrêter. Je vais prendre une dernière question. Je vais essayer de prendre une dernière question. Euh, Non, il n'y a pas réellement de questions. Enfin, il y a Père Jacques Bonnard qui demande des précisions, mais bon, là,
On va pas aller bien plus loin. On va pas aller bien plus loin. N'hésitez pas à, pareil, c'est pareil, hein, que je remets une couche. Euh, Mettre le petit pouce bleu, allez commenter dessous. Ça pareil, tout ça c'est pour le référencement. Voilà, c'est pour qu'on ait plus de visibilité. Et puis comme voilà, certains d'entre vous vont bientôt faire partie de l'équipe, ben voilà, il faut qu'on on est censé monter en puissance, grossir. Et voilà, j'espère qu'on fera du bon travail ensemble. Je vous dis moi à la rentrée, j'ai tout un tas de petites vidéos à faire comme j'ai l'habitude de faire sur la chaîne. On a d'autres sujets avec William à traiter, donc des petits sujets dans des petits lives comme ça. Donc je peux en parler d'un. Il y en a un autre, il y en a un, je préfère le garder pour l'instant, mais je peux parler peut-être du suivant. Je pense que celui qui sera suivant, ce sera sur les pyramides satellites du plateau de Gizeh. Voilà, donc j'ai déjà dit, William et moi, on est amenés à intervenir sur la chaîne d'Hervé avec Jérôme Maury aussi. Voilà, donc plein de choses sur la rentrée qui vont débarquer. Donc j'espère que bah voilà, j'espère qu'on a une trentaine de personnes. J'espère qu'on a au moins 30 fidèles qui seront prêts à nous suivre dès la rentrée parce que voilà, moi je clôture un peu la première année de la chaîne. Voilà, c'est des trucs, j'ai pas mal fait de trucs à l'arrache, j'ai fait comme j'ai pu pour présenter des. Encore une fois, le truc c'est de présenter des choses inédites ou d'aller chercher les travaux des petits chercheurs qui sont pas assez connus, de faire grossir tout ça, d'essayer d'en tirer une synthèse. Et bon bah j'espère que la sauce va prendre. Voilà, William, si je te laisse le mot de la fin. Tiens. Ben, je vais dire un petit mot de la fin. Vite fait, je te remercie encore, Fred. Ouais, ça Je te suffit. remercie pour ce live et puis je te remercie aussi pour tous les moments qu'on passe en dehors du live, qui sont très agréables. On se rend bien la gueule et on travaille dur. Et on travaille très très dur. Même avec Eric, on a passé hier, avant-hier, une journée à communiquer, une journée entière. Voilà, je suis désolé d'avoir fait un peu trop long, mais je crois que c'est Arrête. l'amour de la Roche qui me portait, et j'ai dit plus que je voulais. Et j'ai fait vraiment le tri parce que j'avais beaucoup plus à dire encore. J'invite les gens qui voudraient discuter avec moi. Donc j'ai un Facebook, c'est William Voisin, tout simplement, c'est mon nom et mon prénom, William Voisin. Les gens qui sont du coin ou qui viennent en vacances dans le coin, qui veulent voir la Rochefoucauld sur un autre œil, ils peuvent me contacter. On peut se retrouver là-bas. Moi, je suis vraiment à quelques kilomètres à quelques minutes de voiture. Donc, j'invite tous les gens qui veulent voir la Rochefoucauld, s'ils veulent me rencontrer, avec un très grand plaisir. Et puis pour les groupes, voilà, je suis pour à 800%. Il faut absolument s'unir, qu'on fasse des vrais collèges et des vraies réflexions et pas avoir peur de se mettre, même si on a tort, il faut qu'on débatte, il faut qu'on se débouque, il faut qu'on se critique, entre guillemets, il faut qu'on avance. C'est en disant t'as tort que effectivement, ah oui, j'ai tort là-dessus, donc j'ai réfléchi autrement. Je pense que c'est comme ça qu'on avancera. C'est vraiment comme ça qu'on avance ça. On voit bien que là, à 3, on a avancé déjà vraiment énormément. Parce qu'on a fait vraiment des très belles découvertes sur la Rochefoucauld. Et je suis vraiment ravi d'avoir fait ça sur la Rochefoucauld parce que c'est mon site préféré de la France. Et il est tout près de chez moi en plus et je l'aime. Je l'aime. Merci William, merci tout le monde. Je redis Merci à un vous. grand merci à Hervé voilà, qui nous a permis de nous. Enfin, il y a Femi Krasniki qui nous avait permis de nous retrouver en live. Ensuite, il y a Hervé qui nous a accordé du temps sur sa chaîne. Voilà, merci à tous et à très très bientôt. Enfin, à la rentrée. Et bonnes vacances pour ceux qui ne sont pas À encore partis en bientôt. vacances. Ciao. Salut, salut! Salut.